des lampes au néon vacillaient sur des carreaux vert pâle tandis que le couloir à l'extérieur de la salle d'accouchement se vidait dans la nuit. Kelvin se tenait immobile, un père et un veuf nés dans le même souffle. Une sage-femme pressa Zara, encore glissante de vie, contre ses bras tremblants, son murmure de condoléances tombant comme une cendre qu'il sentait à peine. À l'intérieur de la salle, les moniteurs se sont éteints, les infirmières ont baissé la tête, et les dernières syllabes de Mabel ont dérivé vers les ampoules éblouissantes. « Prends soin de notre bébé ». Kelvin a avalé le goût métallique de la panique et a embrassé le front de sa femme qui se refroidissait, scellant son vœu avec des larmes trop chaudes pour être essuyées. Les mois suivants se sont déroulés comme de la gaze d'une bobine sans fin. À 2 heures du matin, il réchauffait le lait maternisé, chantant des versions fausses des hymnes préférés de Mabel pendant que le tonnerre faisait trembler les persiennes des fenêtres. À l'aube, il tapait des factures d'une seule main avec Zara endormie contre sa poitrine, ses petits doigts enroulés autour d'un bouton de chemise. Le deuil rôdait dans des photographies qu'il ne pouvait pas ranger, mais chaque petit rire de Zara le ramenait à la lumière du jour. Quand elle a fait ses premiers pas sur le terrazzo ébréché, Kelvin a applaudi jusqu'à ce que ses paumes lui fassent mal, convaincu que Mabel regardait de quelque part au-delà de la lente rotation du ventilateur de plafond. Il lui lisait des histoires de reines courageuses qui trouvaient leur voie, et entre les paragraphes, il lui disait « Le cœur de ta mère bat dans le tien ». Chaque soir, il s'effondrait sur le canapé, ses yeux suivant les fissures dans le plâtre, se demandant si l'amour pouvait un jour redevenir simple. Pourtant, il ne manquait jamais une réunion d'association de parents d'élèves, n'oubliait jamais les rubans roses pour le jour de la photo, et ne permettait jamais à Zara de sentir le cratère creux en lui que Mabel avait autrefois rempli. Le jour du 5e anniversaire de Zara, il réalisa que la maison résonnait différemment. Le rire rebondissait toujours sur les murs, mais quelque chose de plus doux semblait absent, une douceur qui soufflait de la farine sur les comptoirs ou fredonnait en raccommodant des chaussettes déchirées. Kelvin regarda sa fille verser des miettes de gâteau pour son ours en peluche et admit qu'elle méritait plus qu'un parent épuisé qui s'efforçait d'être 2 personnes à la fois. Il rangea cette pensée avec une prudence exercée, mais elle pulsait chaque fois qu'elle demandait pourquoi d'autres mères tressaient les cheveux dans la cour de l'école à l'heure du ramassage. Le jour où il se surprit à pratiquer une conversation polie avec des femmes imaginaires dans le miroir de la salle de bain, Kelvin comprit que le vœu qu'il avait fait dans le sang et les larmes s'étendaient. Zara aurait non seulement une protection, mais une vie pleine, même si cela signifiait rouvrir ses propres blessures pour faire de la place à un autre cœur à côté du leur. Les séminaires de bienfaisance à Lagos étaient rarement caritatifs. Des microphones grésillaient, la climatisation gémissait et les financiers échangeaient des compliments comme s'il s'agissait de billets de banque. Kelvin assistait par devoir, la paume moite contre le pupitre en marbre alors qu'il présentait une initiative de bourse d'études en mémoire de Mabel. Lorsqu'il descendit de scène, les applaudissements s'estompant derrière lui, une femme vêtue d'un chemisier jaune tournesol l'intercepta avec un gobelet en papier de zobo et un sourire qui atteignait ses yeux. Elle se présenta comme Linda, bénévole d'événements, mère célibataire, croyant en la gentillesse comme monnaie. Tout au long de la pause café, elle écoutait plus qu'elle ne parlait, inclinant la tête lorsque Kelvin mentionnait les biberons de fin de soirée et le jour où Zara avait éplé dinosaure sans aide. Le rire de Linda semblait naturel, ses mains papillonnant pour insister plutôt que pour se montrer. Près des portes de sortie, sa fille Mimi s'entraînait à sauter entre les stands de brochures, ses tresses se balançant comme des métronomes jumeaux. Zara, invitée au séminaire par l'assistant de Kelvin, imita timidement le mouvement jusqu'à ce que les 2 filles éclatent en rire partagé qui résonnait au-dessus du brouhaha des conversations de réseautage. En les regardant, Kelvin sentit le sol se stabiliser sous ses chaussures pour la première fois depuis des années. La courtoisie se déroula au rythme du trafic de Lagos. Assez lent pour tester la patience, assez rapide pour avancer de manière inattendue. Les dimanches après-midi, Linda étalait son dodo sur la table à manger de Kelvin tandis que Zara et Mimi construisaient des châteaux en carton à proximité. Quand Kelvin exprima ses craintes que le deuil ne le rende inadéquat, Linda posa sa main sur la sienne sans mélodrame, répondant que les cicatrices pouvaient abriter des graines si elles étaient entretenues avec soin. Les amis le mettaient en garde. Son meilleur ami murmura que la foudre pouvait frapper 2 fois. Kelvin répondit que les cendres nourrissent parfois des fleurs rares. Au Freedom Park, sous des guirlandes lumineuses qui tremblaient dans le vent d'harmattan, il offrit à Linda une bague modeste gravée des initiales de Zara. Elle accepta avec les yeux embués, Mimi applaudissant jusqu'à ce que les passants se joignent à elle. Zara parvint à sourire, mais Kelvin perçut le scintillement de malaise qui ondula à travers ses épaules comme un frisson. Il s'agenouilla, lui promettant une famille où l'amour se multipliait, ne se divisait jamais. Zara hocha la tête mais regarda Linda comme si elle étudiait le reflet d'une étrangère dans un verre sombre.
8 semaines plus tard, ils signèrent le registre à Hawaï, avec seulement un chœur de fronde de palmiers bruissant au-dessus de leur tête et une poignée de témoins. Le voile de Linda flottait contre le soleil de fin de matinée. Kelvin crut apercevoir Mabel dans le miroitement, pleurant de joie au lieu de chagrin. Il ne pouvait pas savoir que derrière la lueur des jeunes mariés, une autre histoire se préparait, une histoire répétée derrière les miroirs de salle de bain. L'harmonie domestique arriva enveloppée d'un assouplissant au parfum de lavande. Linda se réveillait avant l'aube pour moudre des poivrons pour le ragoût, son fredonnement se faufilant dans les couloirs comme de l'encens. Elle tressait les cheveux de Zara en nattes soignées, ses doigts doux mais vifs, et posait les deux filles dans des robes encore assorties pour les photos du samedi qui rapportaient des cœurs numériques sur les réseaux sociaux. Kelvin, la mallette à la main, embrassait les fronts chaque matin en s'émerveillant devant les déjeuners empilés dans des bols à code couleur. Du riz jollof couronné de plantain en forme de cœur pour Zara, du riz frit aux crevettes pour Mimi. Les week-ends scintillaient d'excursions au Lekki Conservation Center. Linda prenait des photos des filles sur la passerelle, les légendant plus tard, mes étoiles jumelles illuminant mon ciel. Kelvin faisait défiler les commentaires, objectifs, famille recomposée parfaite, et ressentait une chaude vague d'accomplissement. Il accompagnait Linda aux réunions d'associations de parents d'élèves où elle s'adressait aux enseignants en les appelant « chers », offrant des heures de bénévolat avec la confiance de quelqu'un qui a l'habitude de la générosité. Zara, encouragée par le regard plein d'espoir de Kelvin, commença à murmurer « maman » pendant les routines du coucher. Chaque syllabe atterrissait doucement, mais les yeux de Zara se dirigeaient vers la porte après, comme si elle écoutait un écho qu'elle seule pouvait entendre. La première fracture capillaire apparut lors d'une partie de ludo. Mimi renversa joyeusement le jeton de Zara et cria victoire. Zara rit aussi, mais le regard rapide de Linda contenait quelque chose d'aussi tranchant qu'une lame sous le sourire. Plus tard, Kelvin entendit Linda réprimander Zara pour avoir laissé des chaussettes sur l'escalier. Son ton était vif, mais il mit cela sur le compte de la fatigue. Après tout, même les anges se fatiguaient. Lorsque Kelvin planifia un voyage d'une semaine à Port Harcourt, Linda emballa sa valise avec des sachets de lavande, glissa une note d'amour à l'intérieur de la pochette de son ordinateur portable et salua depuis le porche pendant que Mimi passait un bras autour de la taille de Zara. Kelvin partit en voiture en croyant que la gratitude pouvait remplir les poumons comme de l'air pur. À l'intérieur, Linda regarda la voiture disparaître, expira lentement et dit aux filles de se changer pour enfiler des vêtements d'intérieur. Il y avait des tâches à faire avant les dessins animés. Mimi leva les yeux au ciel en jouant, Zara saisit l'acier derrière l'ordre mais obéit. Au crépuscule, la maison avait changé. Le rire était remplacé par le devoir, la chaleur par une température que Zara ne pouvait pas encore mesurer mais sentait s'enfoncer dans ses os. La transformation se fit par des incréments plus fins qu'un grain de mil. Si Zara laissait tomber une cuillère, la paume de Linda atterrissait avec une vitesse inattendue, une gifle délivrée avec une conférence sur la maladresse. Quand Mimi dispersa du riz intentionnellement, Linda gloussa et appela cela une bêtise enfantine. Les assiettes de dîner apparaissaient avec des portions inégales. La viande de Zara semblait bouillie de saveur, celle de Mimi scintillait dans le ragoût. Les nuits humides, Linda ordonnait à Zara de repasser les uniformes tandis que Mimi était allongée sur le canapé en train de faire défiler les chaînes de dessins animés qui vacillaient en bleu sur le plafond. Zara testa les limites une fois, demandant timidement pourquoi Mimi recevait de la viande supplémentaire. Les yeux de Linda se plissèrent. Elle répondit par un silence si épais que Zara sentit l'air quitter la pièce. Le lendemain matin, Kelvin téléphona de son hôtel. Linda activa le mode haut-parleur, sa voix douce comme du sirop alors qu'elle rapportait que les deux filles étaient parfaitement obéissantes. Zara, debout à proximité, se colla un sourire sur le visage comme si cela pouvait acheter la sécurité. Après l'appel, Linda lui demanda de frotter les carreaux de la salle de bain en utilisant une vieille brosse à dents. Quand les genoux de Zara lui faisaient mal et que l'eau devenait grise, Linda inspectait le coulis avec une précision chirurgicale, puis ferma la porte, laissant Zara seule avec les émanations chimiques tourbillonnant sous une ampoule vacillante. L'école offrait un bref répit, en chantant des tables de multiplication avec des camarades de classe qui sentaient la craie et l'huile de noix de coco. Pourtant, même leurs ombres la suivaient. La fatigue dessinait des croissants sous ses yeux, des bleus se cachaient sous les manches. Miss Finmy le remarqua mais prit les sourires minces pour de la politesse. Zara craignait que briser le silence ne brise quelque chose de fragile à l'intérieur de son père qui croyait que le bonheur était revenu. Elle portait donc le fardeau comme une pierre secrète plus lourde chaque jour. Un soir, le courant fut coupé pendant les vents d'harmattan, plongeant les pièces dans l'obscurité.
Linda tendit une lampe de poche à Mimi et dit à Zara de trouver des bougies dans le magasin encombré. Alors que Zara fouillait parmi les pots de peinture poussiéreux, une araignée se déroba sur son poignet. Elle cria. Linda qualifia le tollé de drame et confisqua le souper. Le tonnerre gémissait au-delà des fenêtres pendant que Zara était allongée sur le terrazzo froid, le ventre creux, comptant les respirations pour rester éveillée. Elle imagina Mabel lui brossant les cheveux de son front, lui chuchotant que les tempêtes révélaient toujours les fuites. La question était de savoir quand quelqu'un d'autre remarquerait la pluie. Monsieur Hadet, professeur de chimie à la retraite et gardien de pots de géranium, occupait le bungalow voisin. Sa chaise de Porsche faisait face au complexe de Kelvin où les soirées apportaient des scènes différentes. Parfois des rires collectifs sur les lignes de craie de la marelle, d'autres fois un seul enfant penché sur le frottage de carreaux jusqu'à ce que le clair de lune scintille sur l'eau savonneuse. Les vers de Monsieur Hadet magnifiaient chaque haussement d'épaule de la petite Zara, chaque tressaillement lorsque Linda aboyait des ordres. Mardi après-midi, il arrosait des plantes et fut témoin de Linda qui frappait Zara pour avoir renversé du détergent. La gifle craqua dans l'air immobile, faisant s'envoler des pigeons des avant-toits. Hadet posa son arrosoir, le cœur battant à un souvenir de coups de canne qu'il avait confisqués à des collègues trop zélés il y a des décennies. Cette nuit-là, il répéta des interventions polies avant de faire les 100 pas le long de la clôture partagée et de sonner à la porte de Kelvin. Kelvin répondit, la cravate desserrée, l'épuisement gravé sous ses yeux. Hadet parla d'un ton mesuré, expliquant ce qu'il avait vu. Kelvin fronça les sourcils, la confusion vacillant en une attitude défensive. Il insista sur le fait que Linda possédait un esprit doux, que Mimi et Zara jouaient comme des sœurs. Hadet, entraîné à reconnaître le déni chez les élèves en échec, n'offrit qu'un avertissement doux. Les enfants fabriquent rarement la peur. Il laissa Kelvin debout à la porte, l'incertitude gravée entre ses sourcils. À l'intérieur, Kelvin confronta Linda doucement. Elle feignit d'être offensée que les voisins puissent imaginer une telle cruauté, puis raconta une histoire fabriquée, la phase de rébellion de Zara, des mesures disciplinaires mal interprétées par des étrangers. Kelvin, fatigué du voyage et coupable d'avoir soupçonné sa femme, s'excusa. Linda accepta avec un sourire blessé et rapporta la conversation à Mimi plus tard, qualifiant Hadet de fouineur. Mimi rit, bien que son regard se dirigeât vers la clôture avec un scintillement de malaise. De l'autre côté de la haie, Hadet griffonna des observations dans un carnet taché par les intempéries. Date, heure, description. Il ne savait pas quand les preuves seraient importantes, seulement que la vérité exigeait des témoins prêts à parler lorsque le silence devenait dangereux. Le professeur à la retraite arrosait ses géraniums et attendait, chaque pétale une promesse que la justice fleurit parfois de la persistance. Les affaires exigeaient la présence de Kelvin à Accra, puis Kaduna, puis Port Harcourt. Chaque départ serrait la gorge de Zara. Linda disait au revoir à la porte, mais une fois que le moteur eut vibré dans la rue, elle verrouillait les placards de la cuisine, débranchait le réfrigérateur et annonçait « économie d'énergie ». Les collations disparurent d'abord, puis les privilèges du ventilateur. Les températures nocturnes s'épaississaient, Zara transpirait sur ses draps tandis que Mimi regardait des dessins animés à côté de la brise oscillante dans la chambre principale. Les tâches s'intensifiaient, frotter les pneus de la berline de Linda avec un chiffon usé, polir les chaussures d'école de Mimi jusqu'à ce que le reflet montre le propre visage fatigué de Zara. Quand ses membres tremblaient, Linda l'accusait de paresse. Mimi imitait la moquerie, appelant Zara « house girl ». Cette phrase s'était logée comme du gravier sous sa peau, mais Zara ne disait rien. L'expérience lui avait appris que les mots pouvaient prolonger la punition. La pluie arriva à minuit, tambourinant sur les toits de tôle ondulés. Linda ordonna à Zara de sortir chercher le linge oublié. L'eau trempa le tissu et la peau. Alors que Zara rassemblait les vêtements, la foudre révéla sa silhouette, petite, courbée, pieds nus sur les carreaux glissants. Linda ferma la porte à l'instant où le tonnerre gronda, laissant Zara se blottir sous le toit de la véranda jusqu'à l'aube, des piqûres de moustiques cartographiant des constellations sur ses bras. Kelvin l'appela par vidéo l'après-midi suivant. Linda inclina le téléphone pour inclure Zara en train de plier des draps de lit. Elle loua sa diligence pendant que Zara forçait un sourire si large que ses joues lui faisaient mal. Kelvin les félicita pour leur travail d'équipe, promettant des cadeaux à son retour. Lorsque l'appel se termina, Linda saisit le menton de Zara et lui chuchota que les sourires de crocodile ne la sauveraient pas. Puis elle ajouta une autre liste de tâches, détartrer le chauffe-eau de la salle de bain, frotter la graisse des grilles du four, des tâches qui dévoraient la lumière du jour. Zara s'adapta en engourdissant ses pensées,
en comptant les carreaux, en traçant les fissures, en prétendant que les tâches étaient des jeux d'endurance qu'elle pouvait gagner. Pourtant, parfois, le deuil inondait lorsqu'elle trouvait une photo oubliée de Mabel glissée dans un livre de contes. Mère souriant avec les bras autour du nourrisson Zara. Les larmes brouillaient l'encre, elle pressa la photo contre sa poitrine et jura de survivre, ne serait-ce que pour garder le sourire de sa mère vivant dans sa mémoire. Pourtant, la résilience a des limites. Un soir humide, elle s'effondra sur un seau, sa vision se rétrécissant. Linda, impassible, l'accusa de faire semblant. Mimi donna un coup de pied à Zara avec un orteil, gloussant à propos de « dormir au travail ». De l'autre côté de la clôture, Monsieur Hott entendit le bruit sourd, griffonna une autre note et composa un numéro qu'il avait enregistré pour les urgences. Il pria pour que Kelvin réponde avant que le cauchemar ne franchisse le seuil de l'irréversible. Le lundi arriva enveloppé d'une brume d'harmattan poussiéreuse. Zara mit de la poudre sur la tache violette sur sa joue, espérant que la finition mate avalerait la preuve. Dans le coin petit déjeuner, Linda arrangea les tranches de pain de Mimi en un visage souriant tout en glissant une croûte ordinaire vers Zara. Kelvin se préparait pour sa présentation à Abuja, faisant défiler des diapositives, manquant l'attention qui s'accrochait à la pièce comme un drap humide. La voix de Linda coulait doucement comme du miel alors qu'elle l'exhortait à finir sa nourriture avant que le trafic ne s'épaississe. Il la remercia, embrassa les deux filles sur leur front et laissa un tourbillon de colonnes de bois de santal derrière lui. À l'école, les lumières du couloir vacillaient. Miss Fahmy remarqua le fond de teint inégal sous le maquillage de Zara lorsque la fille s'inclina pour saluer. Pendant les exercices d'arithmétique, elle s'approcha, murmura une question sur le bleu. Zara chuchota qu'elle avait glissé sur des carreaux mouillés. Le tremblement dans sa réponse la trahit, et le sourcil de Miss Fahmy se fronça en une alarme silencieuse. Après les cours, la maîtresse téléphona à Linda. Dans le bureau du directeur, Linda arriva vêtue d'un blazer pastel qui projetait de l'inquiétude. Elle caressa les tresses de Zara en disant à la faculté que la maladresse hantait l'enfant. Lorsque le personnel a mis fin à la réunion, la poignée de Linda sur l'épaule de Zara se resserra. Dans le couloir, elle siffla que plus de mensonges inviteraient à une pire punition. La peur s'enroula autour des côtes de Zara. Elle garda le silence, mais le bleu palpitait comme un tambour signalant quelque chose de téméraire à l'intérieur de son cœur, une réticence à disparaître. Ce soir-là, Kelvin appela par vidéo. Linda visa la lentille. Zara pliait du linge, Mimi était en équilibre sur le canapé. Kelvin admira les uniformes soignés en demandant si tout le monde allait bien. Zara réussit à hocher la tête, les joues lui faisant mal sous la poudre. Lorsque l'appel se termina, Linda lui tendit une brosse à dents et un seau de déterge. Elle devait récurer le coulis de la salle de bain jusqu'à ce qu'il retrouve la blancheur d'usine. Zara s'agenouilla, la vapeur embuant sa vue. Elle frotta jusqu'à ce que ses doigts soient ridés, se rappelant que le lendemain, elle trouverait un moyen d'être vue par quelqu'un qui comptait. La nuit recouvrit le bungalow d'un silence épais brisé seulement par le clic de la porte de la chambre de Linda. Elle fouilla l'étagère la plus haute du placard, récupérant une petite bouteille recyclée dont l'étiquette s'était décollée. À l'intérieur, l'acide scintillait comme une colère en cage. Mimi était assise en tailleur sur la couette, la peur et l'excitation se disputant derrière ses paupières. Linda expliqua à voix basse que certains enfants avaient besoin de leçons permanentes. Ses yeux scintillaient de certitude comme si ce qu'elle avait l'intention de faire comptait comme une discipline plutôt que de la destruction. Mimi, absorbant la logique, demanda si papa approuverait. Linda ricana. Les hommes louaient les résultats, pas les méthodes. Dans la cuisine, Linda cacha la bouteille derrière des boîtes de Milo, répétant la chorégraphie du lendemain. D'abord accuser Zara de vol, puis l'isoler là où les voisins ne pouvaient pas entendre. Une bruine tambourinait sur les toits de tôle ondulés. Le tonnerre roulait comme un tir de canon lointain, ponctuant chaque pensée maléfique. Mimi imagina le sifflement et le cri que le liquide pourrait provoquer. La curiosité lui glaçait l'estomac. Dans la chambre partagée des filles, Zara rêvait d'une prairie où sa défunte mère l'attendait sous des fleurs de jacaranda. L'odeur du danger n'avait pas encore traversé son sommeil. Juste avant l'aube, le réveil de Linda sonna. Elle prépara le déjeuner de l'école uniquement pour Mimi, puis marcha jusqu'au chevet de Zara, l'accusant de vol de viande au milieu de la nuit. Zara plaida son innocence. Linda annonça que de tels crimes audacieux exigeaient une assignation à résidence. Elle tira le poignet de Zara, la faisant basculer dans le couloir où Mimi regardait avec de grands yeux.
La poitrine de Zara papillonnait comme un oiseau piégé alors qu'elle remarquait la bouteille maintenant versée dans un bol en plastique. Les vapeurs lui picotèrent les narines. Linda déclara que le respect grandissait là où la peur était arrosée. Mimi déglutit, recula, mais n'intervint pas. La présentation de Kelvin à Abuja se termina plus tôt que prévu, un succès inattendu qui l'incita à sauter le dîner de gala et à prendre un vol de soirée pour rentrer chez lui. À la porte, il envoya un SMS à Linda pour lui dire que sa cuisine lui manquait. Elle répondit avec des émojis de cœur cachant le tumulte dans le jardin. De retour à Lagos, le ciel se couvrit de bleu violacé lorsque le taxi de Kelvin s'arrêta au trottoir. Aucune lumière de Porsche ne brûlait. Il entendit de faibles sanglots au-delà de la porte et la poussa. Le projecteur du jardin vacilla, illuminant un tableau qui arrêta son pouls. Zara agenouillée sur le sol, les poignets bouclés avec du fil, Linda dominant, Mimi tenant un petit bol dont le sifflement âcre atteignit les narines de Kelvin. Les mots s'arrêtèrent, tonnèrent de sa poitrine avant que la pensée ne se configure. La main de Linda se figea au milieu de son mouvement, la terreur blanchissant ses traits. L'emprise de Mimi se relâcha, le bol glissa, éclaboussant quelques gouttes sur la terre où l'herbe se ratatina en quelques secondes. Kelvin s'élança, arrachant Zara, des cordes de rage gonflant sur son cou. Linda bégaya des excuses. Discipline mal tournée, menace inoffensive. Sa voix était un essaim d'excuses étouffées par le rugissement de Kelvin qu'elle avait failli faire fondre la peau d'un enfant. Mimi se retira sous le manguier, des sanglots bloquant sa gorge alors que la réalisation la frappait. Kelvin composa les services d'urgence. Ses doigts tremblaient mais la détermination les ancrait. Des sirènes percèrent la banlieue en quelques minutes. Monsieur Hadet, alerté par l'agitation, se positionna à l'entrée prêt à témoigner. Des policiers menottèrent Linda malgré ses protestations frénétiques. Mimi fut escortée dans une voiture de patrouille séparée, des larmes traçant des traces de poussière sur ses joues. Kelvin enveloppa Zara dans son blazer, la berçant pendant que les voisins se rassemblaient sous la lumière du porche en murmurant. Le masque de Linda, autrefois scellé par de doux sourires, gisait brisé sur la pelouse, des éclats scintillant sous des stroboscopes rouges et bleus. À l'intérieur du salon, l'air sentait l'antiseptique. Les ambulanciers tamponnaient les poignets de Zara. Kelvin s'agenouilla à côté du canapé, stabilisant ses mains tremblantes avec les siennes, plus fermes. Sa voix se brisa alors qu'il s'excusait pour chaque voyage qu'il avait fait. Zara se pencha contre lui sans un mot, l'épuisement repliant sa petite silhouette. Au poste de police, Linda faisait les 100 pas derrière les barreaux, le choc se solidifiant en un silence amer. Mimi se recroquevilla sur un banc à l'accueil pour mineurs, chuchotant qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à Zara. Les policiers rédigeaient des rapports tandis que Monsieur Hadet fournissait sa déclaration écrite, chaque phrase méticuleuse. Kelvin répondit aux questions des détectives jusqu'à ce que le lever du soleil peigne l'horizon d'un rose rouge. Il rentra ensuite chez lui, portant Zara au lit, la recouvrant de courtes pointes qui sentaient légèrement la lavande. Dans la cuisine, il regarda les boîtes de Milo, imaginant l'acide et sentit ses genoux fléchir. Il avait cru aux secondes chances. Il avait donné la clé de son royaume à des monstres. La rage menaça de le soulever, mais la respiration fragile de Zara stabilisa sa détermination. Il brandirait la colère comme un bouclier, plus jamais comme un bandeau. Le matin tressait de l'or à travers les rideaux, mais la maison restait sombre de chagrin. Kelvin prépara du café qu'il ne boirait pas. Des documents pour les ordonnances de protection s'étalaient sur la table à manger. Il signa chaque formulaire, les traits d'encre furieux et finaux. Le sommeil rôdait juste hors de portée. Chaque fois que ses paupières se baissaient, il voyait des fils mordre les poignets de Zara, entendait l'acide grésiller. Zara traîna les pieds dans la pièce, portant des pantoufles trop grandes. Kelvin s'agenouilla, s'excusant avec des mots qui devenaient humides. Elle toucha sa joue en demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Sa voix se brisa et il l'assura que le méfait appartenait ailleurs. Ils s'assirent ensemble, traçant les veines de marbre dans le plateau de la table, le silence ponctué par le bourdonnement du réfrigérateur. Kelvin promit que les voyages d'affaires étaient terminés, que leur maison ne résonnerait plus jamais de cruauté. Il téléphona à un thérapeute pédiatrique recommandé par Miss Finmy, planifia des séances et arrangea un nouveau système de sécurité avec des caméras couvrant chaque angle mort de sa confiance. À midi, il contacta un cabinet d'avocats. Linda ferait face à toutes les accusations. Alors que les minutes s'effondraient en heures, Kelvin répéta ce qu'il dirait aux journalistes qui tournaient maintenant autour de l'histoire. La culpabilité pouvait le secouer,
mais il se concentrerait sur la protection. Ce soir-là, il construisit un fort d'oreillers dans le salon. Zara y rampa. Ils lurent des histoires d'explorateurs qui traversaient des déserts mais trouvaient un foyer à l'intérieur d'eux-mêmes. Kelvin remarqua qu'elle traçait chaque illustration 2 fois, comme si elle gravait la sécurité dans sa mémoire. Il chuchota que les monstres portaient parfois du parfum. Zara, les paupières lourdes, murmura que les masques finissent toujours par glisser. 2 assistantes sociales arrivèrent avec des planches à pince et de doux sourires. Elles s'assirent au bar du petit déjeuner, laissant Zara choisir entre du jus d'orange et du chocolat chaud. Elle ne choisit aucun des deux, les yeux fixés sur le grain du bois. La responsable parla doucement en posant des questions sur les routines quotidiennes. Zara décrivit les tâches s'étendant au-delà de l'heure du coucher, les repas retenus, les gifles ponctuant les erreurs. Elle évita les citations directes. Les mots sortaient à la 3e personne, un bouclier narratif contre le fait de revivre la douleur. La plus jeune assistante sociale glissa un lapin en peluche sur le comptoir. Zara caressa son oreille tout en détaillant la scène du jardin. Kelvin écoutait depuis le couloir, les poings se serrant à chaque révélation. Lorsque les questions se tournèrent vers les sentiments, Zara admit qu'elle pensait que son père aimait peut-être plus Linda parce qu'il ne remarquait jamais les bleus. Kelvin s'avança, les émotions inondant sa voix, l'assurant que la cécité n'égalait pas l'indifférence. Il jura que ses yeux étaient ouverts maintenant, plus grands qu'avant. Les assistantes sociales conclurent à un probable traumatisme à long terme. Elles félicitèrent Kelvin pour son intervention rapide mais lui rappelèrent que la réadaptation s'étendait au-delà des arrestations. Un calendrier de thérapie fut rédigé, ainsi que des recommandations pour un nouvel environnement scolaire. Elles prévinrent également du déchaînement médiatique. Kelvin consentit à une déclaration contrôlée, la vérité sans sensationnalisme. Ce soir-là, le hashtag #ProtectZara était en vogue en ligne. Des étrangers condamnaient Linda, débattaient de la vigilance parentale, faisaient des dons à un fonds de récupération établi par la nièce de Monsieur Ed. Kelvin ignora les interviews, se concentrant plutôt sur l'assemblage d'un bureau peint en lavande pour les fournitures d'art de Zara. Elle regardait depuis l'entrée, le lapin serré contre sa poitrine, demandant si les couleurs pouvaient s'épuiser. Kelvin répondit que les couleurs se multipliaient lorsqu'elles étaient mélangées. Elle sélectionna un crayon, dessina un petit soleil sur le dessous du bureau et chuchota que l'aube continuerait de revenir tant que le ciel resterait honnête. Dehors, les sirènes ne rôdaient plus dans la rue. À l'intérieur, un père se positionna entre les ombres et son enfant, déterminé à ce qu'aucune menace ne franchisse à nouveau ce seuil. La nuit s'installa, mais cette fois son silence contenait une promesse plutôt qu'un péril. Zara s'endormit en serrant le lapin et Kelvin, appuyé contre l'encadrement de la porte, se permit enfin de prendre une grande respiration. La guerre pour la sécurité de sa fille était loin d'être terminée, mais le champ de bataille avait basculé en sa faveur. L'aube du lundi se leva pâle, comme si le ciel lui-même hésitait à être témoin de ce qui allait se dérouler. Le palais de justice sur Igbosir Road, une relique coloniale avec des colonnes cannelées et des balustrades ébréchées, grouillait de vie bien avant que le premier marteau ne frappe. Des journalistes se regroupèrent sur les marches de marbre, les caméras clignotant des lumières rouges qui reflétaient les flashs agités des sirènes garées près du trottoir. À l'intérieur, les sols polis reflétaient une rivière de chaussures polies, des avocats répétant des arguments, des greffiers équilibrant des dossiers de manie comme des secrets fragiles, des spectateurs serrant des billets pour un drame humain. Kelvin arriva tôt, les mains de Zara cousues dans sa paume. Elle portait une robe trapèze bleu ciel choisie pour sa teinte non dramatique. Dans son autre main, elle tenait le médaillon de Mabel, ses pouces faisant des cercles sur son dos lisse chaque fois que les nerfs menaçaient de se mutiner. Kelvin, en costume anthracite mais non rasé à la mâchoire, portait l'épuisement comme une marque d'eau qu'aucun tailleur ne pouvait cacher. L'équipe du procureur arrangea les photographies des preuves dans l'ordre chronologique. Bras meurtris, pieds boursouflés, marques de fils qui gravaient encore des cicatrices sur les poignets de Zara, transcription d'assistante sociale ponctuée d'une écriture tremblante. Kelvin avait tout offert. Les images de vidéosurveillance installées 4 jours avant l'incident d'acide, le carnet de bord méticuleux de Monsieur Ed, même les entrées de journal de Miss Fimi notant chaque blessure suspecte. Ces pages s'étalaient maintenant sur les tables du conseil comme les plumes d'un oiseau vigilant. 10 minutes avant le début des procédures, Linda entra escortée par des gardiens. Sa combinaison orange jurait avec son sens de la mode autrefois méticuleux. Pourtant, son menton restait incliné comme si la posture pouvait effacer la culpabilité. Mimi, vêtue de gris de l'établissement pour mineurs, suivait avec les épaules concaves.
Le bruissement de la salle d'audience tomba dans un silence. La juge Rolly Efegbewa, les cheveux argentés enroulés sous une perruque simple, sa réputation d'impatience avec le théâtral, prit le banc. Lorsque le numéro du rôle résonna à travers les haut-parleurs, l'avocat de Linda se leva, la voix codée en excuses, revendiquant une tension mentale, une dépression postpartum, une discipline culturelle mal comprise. Le procureur répliqua avec des chronologies et des blessures, appelant Monsieur Ed en premier. Le professeur à la retraite, les lunettes tremblant, livra son témoignage comme de la craie sur de l'ardoise. Il décrivit les ombres du soir où les échos des gifles vivaient, les matins où Zara frottait les pierres pavées jusqu'à ce que les bulles deviennent pourpres avec des jointures éraflées. Le contre-interrogatoire tenta de le dépeindre comme un retraité importun. Adé les corrigea sèchement, citant les heures d'observation précises à la minute près, son habitude de journalisation formée pendant des décennies d'expérience en laboratoire. Le tour de Mimi vint. Les statuts pour mineurs exigeaient des portes fermées pour les mineurs, mais le juge statua que sa présence était essentielle à la vérité, pas au spectacle. La voix de Mimi atteignit à peine le gain du microphone. Elle admit l'envie, la manipulation par une mère qui appelait la compassion une faiblesse. Des nuits à répéter des mensonges sur la maladresse de Zara. Sa confession fissura le plaquage que Linda avait essayé de polir. Le souffle collectif de la galerie fut coupé lorsque Mimi admit qu'elle avait elle-même tenu le bol d'acide. Kelvin ferma les yeux, la rage et la pitié se disputant de l'espace. Linda, appelée en dernier, saisit la rampe de la barre des témoins comme si c'était un volant qui pouvait dévier le destin. Elle blâma la pauvreté, une enfance de coups de canne, l'absence d'un mari, sa propre peur de perdre le contrôle. Le procureur, impassible, fit glisser une photographie de la parcelle d'herbe marquée par l'acide, preuve vivante de l'intention. Les mots de Linda faiblirent. Dans le silence qui suivit, le médaillon de Zara cliqueta, un métronome d'endurance. Le verdict de la juge Efega arriva avec la finalité d'un portail en fer claqué. 10 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre et abus d'enfants aggravés. Mimi fut affectée à un programme de réadaptation de 18 mois axé sur la thérapie et la formation professionnelle. Kelvin expira pour la première fois depuis des heures, les épaules s'affaissant comme des digues relâchant l'eau de crue. Il serra la main de Zara jusqu'à ce que la chaleur y revienne, une réassurance que tous deux étaient toujours liés à un monde au-delà des sols de marbre et des statuts punitifs. Dehors, les journalistes criaient des questions. Kelvin prononça une phrase dans le mur de microphone. Sa fille comptait plus que la monnaie des gros titres. Il souleva Zara dans la voiture qui attendait, demandant au chauffeur de prendre le plus long chemin pour rentrer à la maison, afin que la guérison puisse commencer au rythme mesuré des lampadaires qui défilaient. La nuit ne se rendit pas facilement. Dans l'appartement de service loué que Kelvin avait sécurisé près de Victoria Island, refuge temporaire jusqu'à ce qu'il trouve une maison permanente, de longs couloirs canalisaient le vent qui hurlait comme une mer perdue. Les cauchemars de Zara prospéraient dans ce paysage sonore. Le sommeil la réclamait brièvement, puis la secouait, la réveillant sous une vague de sueur glacée. Elle s'asseyait droit, les paumes à plat contre ses joues comme si elle sentait si la peau restait toujours. Kelvin passait des heures à lire à côté d'elle, sa voix basse, des histoires de voyage en mer où les tempêtes se dégageaient toujours, les héros revenaient toujours. Même la lumière du jour conservait des ombres. La thérapeute de Zara, le docteur Wewe Eno, une femme douce avec des foulards écarlates et un doctorat en traumatismes infantiles, créa une salle de jeu bordée de couvertures sensorielles et de poufs pastels. Elle invita Zara à choisir des perles de couleurs correspondant aux sentiments. Charbon pour la peur, saphir pour la sécurité, or pour le bonheur fugace. Initialement, Zara ne choisit que du charbon en les enfilant en un collier en forme de nuit blanche. Lors d'une séance, le docteur Eno suggéra de dessiner des souvenirs au lieu de les raconter. Zara produisit un dessin au crayon de 2 maisons. L'une en feu, des flammes léchant des bonshommes allumettes étiquetées « moi » et « moi », l'autre baignée de pluie, une figure solitaire sous un parapluie étiqueté « papa ». Le docteur Eno fit glisser le dessin vers Kelvin plus tard, expliquant que les enfants externalisaient le blâme à travers la météo. Zara se considérait comme combustible, mais son père était un abri. Kelvin faisait face à ses propres démons. Les renouvellements d'assurance, les contrats en attente, les menus détails quotidiens autrefois routiniers induisaient maintenant la culpabilité, comme si la compétence dans les documents pouvait entacher la dévotion. Il instaura de nouveaux rituels. Des promenades l'après-midi le long du front de mer où les pêcheurs cousaient des filets. Des listes de gratitude le soir griffonnées avec Zara, chaque ligne commençant par « Aujourd'hui j'ai survécu ».
Certaines nuits, ils allumaient des bougies à la cannelle, laissant la lueur peindre des constellations mobiles sur le plafond, réécrivant l'astronomie de la mémoire. Les semaines passèrent. Les cauchemars passèrent de toutes les nuits à 3 fois par semaine, puis 2 fois. Pourtant, les déclencheurs rôdaient. La télévision bruyante d'un voisin, une odeur d'eau de javel du chariot du concierge, même des compliments qui semblaient trop doux rappelant le sirop des débuts de Linda. Mais la thérapie ajouta des outils. La technique de respiration, inspirer 4 temps, tenir 4, expirer 6, devint le bouclier invisible de Zara. Elle la pratiquait pendant les coups de tonnerre, chuchotant des chiffres au lieu de cris. Kelvin la regardait, tiraillé entre la fierté de sa résilience et la tristesse qu'un enfant ait besoin d'une telle armure. Un après-midi, Zara demanda si Mimi était toujours enfermée. Kelvin répondit honnêtement à propos de la réadaptation. Zara hocha la tête, aucune colère dans son regard, seulement des questions qu'elle stockait pour plus tard. Le docteur Eno qualifia la réponse de saine, preuve que la suie qui s'installait dans les poumons de Zara commençait à se dégager. Kelvin trouva plus tard le collier de perles modifié. Une nouvelle perle de lavande pâle pendait au bout. Il demanda sa signification. Zara dit que la lavande représentait, peut-être que les choses pourraient encore pousser. La recherche de maison commença comme un travail de détective. Kelvin cherchait des espaces dépourvus de souvenirs. À Gbagata, il rejeta un duplex où les carreaux de la cuisine rappelaient à Zara des marathons de frottage. À Lekki, il refusa un manoir dont l'escalier en colimaçon résonnait d'un bruit étrangement familier. Finalement, il trouva un bungalow modeste dans un domaine fermé près de Yaba. Des murs en stuc blanc, des pommiers dans le jardin, un doux silence dans l'impasse la nuit. Au moment où Zara entra, elle passa sa paume le long du couloir, chuchotant que le mur semblait assez vide pour être rempli de rire. Kelvin signa l'accord d'achat sur le champ. Les préparatifs devinrent des tâches thérapeutiques. Une fête de peinture le week-end vit Kelvin en salopette éclaboussée de lavande, la teinte que Zara avait choisie pour sa nouvelle chambre. Elle tamponnait le rouleau là où il avait manqué des endroits, gloussant chaque fois qu'il feignait l'indignation. Il installa des étoiles phosphorescentes sur son plafond, cartographiant des constellations et plans Mabel. Ensuite, ils s'allongèrent sur des sacs de couchage au milieu des émanations de peinture, comptant les possibilités plutôt que les moutons. Le jour du déménagement ressemblait à un exil du chagrin. Les voisins saluaient depuis les vérandas alors qu'un camion étiqueté « Déménagement nouveau départ » passait en cahotant à travers le portail. Miss Finmy arriva avec des colis de chinchin et des manuels scolaires. Monsieur A délivra des géraniums en pot, déclarant qu'ils fleurissent partout où la vigilance est nourrie. Kelvin plaça les géraniums à la porte arrière, un symbole à la fois d'avertissement et de bienvenue. Dans sa nouvelle école, Holy Child Academy, Zara rencontra des camarades de classe qui ne savaient rien des hashtags viraux ou des incidents d'acide. L'orientation impliquait la création de lanternes en papier pour un prochain festival culturel. Zara choisit du papier sarcelle et argent, tissant des motifs aussi complexes que son propre espoir qui refaisait surface. L'enseignante Miss Lara maintenait une surveillance discrète, rapide à rediriger tout murmure qui menaçait la réintégration de Zara. Les soirées adoptèrent de nouveaux rythmes. Kelvin cuisinant un ragoût d'oie pendant que Zara tentait des harmonies sur des haut-parleurs Bluetooth. Des balades à vélo le week-end au cinéma Ozone. Des expériences scientifiques du dimanche qui transformaient la cuisine en un laboratoire bouillonnant. Kelvin travaillait maintenant à distance, consacrant les heures du matin aux appels de conférences, les après-midi à la paternité. Il cessa de mesurer le succès par les profits trimestriels, commença à le quantifier par la fréquence des rires de Zara qui résonnaient le long des murs de lavande. Parfois, les échos faiblissaient, quand des sirènes lointaines ressuscitaient la mémoire, ou quand l'odeur de ragoût frit dérivait de la fenêtre d'un voisin. Kelvin posait les ustensiles, s'asseyait à côté de Zara sur la balançoire du porche et racontait une histoire de sa propre enfance où la peur semblait sans fin mais finissait par s'essouffler. Au crépuscule, des lucioles s'élevaient de l'herbe, des témoignages scintillants que l'obscurité, bien qu'affirmée, se fracturait toujours sous de petites lumières persistantes. Une enveloppe gouvernementale arriva un jeudi humide scellée avec l'emblème du foyer d'ordre juvénile. Zara reconnut la cursive soignée de Mimi sur la note pliée à l'intérieur. Ses doigts picotaient comme si l'électricité pulsait à travers les fibres du papier. Elle porta la lettre dans sa chambre, regarda les murs de lavande pendant de longues minutes avant de s'asseoir en tailleur sur le tapis pour lire. L'écriture de Mimi parlait de modules de remords des cours de thérapie, de nuits passées à rejouer des cris qui semblaient autrefois amusants. Elle admettait avoir cru que la cruauté était synonyme de loyauté,
confessait des cauchemars où l'acide se renversait sur sa propre peau. La lettre se terminait par un plaidoyer pour le pardon, non pas pour effacer le passé mais pour déchaîner le futur. Le premier instinct de Zara fut de jeter le papier dans la corbeille. Elle sentit la piqûre du fil sur ses poignets, revit le tourbillon laiteux dans le bol que Mimi tenait. La colère la picota, mais en dessous la curiosité germa. Le regret comptait-il comme un pont ou un camouflage? Elle marcha vers le jardin où les pommiers soupiraient. Kelvin la rejoignit silencieusement, ayant senti sa retraite. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Kelvin lut 2 fois, ses yeux s'assombrissant puis s'aiguisant. Au lieu de conseil, il demanda ce que son cœur chuchotait. Zara répondit que le pardon se sentait comme porter des chaussures d'une taille trop grande. Maladroite mais peut-être confortable un jour. Il lui dit qu'elle pouvait choisir de ranger les chaussures dans le placard jusqu'au jour où ses pieds grandiraient pour les y mettre, ou de les jeter pour toujours. Ce soir-là, Zara plaça la lettre dans une petite boîte en bois à côté de son collier de perles. Passé de charbon, espoir de lavande, excuse non définie. Quelques jours plus tard, elle écrivit une seule ligne de réponse, livrée par le canal de service social approprié. Parfois, les portes restent fermées non par ennemi pour que le vent à l'extérieur ne puisse pas refroidir la guérison à l'intérieur. Le docteur Hainaut jugea le message mature, avertissant que la fermeture arrive rarement propre. Elle rampe, recueille la poussière et fonctionne toujours. Zara hocha la tête, se sentant plus légère, bien que sans savoir pourquoi. Cette nuit-là, elle dormit sans rêve, son premier sommeil ininterrompu depuis des mois. Le samedi commença avec l'odeur âcre de la pluie sur le béton chauffé par le soleil. À midi, le ciel se dégagea pour révéler un cobalt brillant, et Kelvin suggéra une sortie. Zara choisit le marché d'art de Freedom Park, intriguée par un dépliant promettant de la peinture sur poterie sous l'ombre du jacaranda. Au marché, des tentes en toile ondulaient dans la brise, des vendeurs affichant des écharpes TIED, des échiquiers sculptés à la main, des sculptures en métal recyclé façonnées en enfants qui rient. Les yeux de Zara s'écarquillèrent à chaque coin. Dans le stand de poterie, elle sélectionna une petite tasse en argile, son index traçant son bord frais. Le facilitateur expliqua les techniques de glaçage. Kelvin écoutait mais laissa les instincts de Zara guider. Elle peignit la base de la tasse en lavande, le bord en orange levé de soleil, et le long de la courbe, elle écrivit en minuscules lettres capitales « Je choisis le soleil ». À proximité, un quatuor de percussion relâchait des rythmes qui incitaient les danseurs timides à bouger. Zara tapa des hanches à contre-cœur puis tourna ses tresses attrapant la lumière. Une éclaboussure de glaçure stria sa joue. Kelvin l'essuya en s'émerveillant de la facilité de son rire. Pas de tremblement, pas de positivité répétée, juste un son spontané. Un passant prit une photo spontanée avec sa permission, remarquant que le père et la fille rayonnaient de liberté. Kelvin la remercia, empochant le moment comme de l'argent. Ils se rendirent plus tard à un kiosque de crème glacée en forme de Volkswagen vintage. Zara commanda de la noix de coco gingembre, Kelvin du double chocolat. Ils échangèrent des cuillerées, classant les saveurs sur une échelle impromptue d'adjectifs stupides. Pendant qu'ils se disputaient pour savoir si la mangue avait plus le goût de vacances ou de coucher de soleil, un petit garçon heurta le bras de Zara, renversant des morceaux de cône sur le trottoir. Elle tressaillit, mémoire musculaire instinctive, mais se stabilisa rapidement, offrant le reste de sa boule au garçon. Sa mère s'excusa abondamment. Zara haussa les épaules et sourit, sincère comme l'aube. Kelvin observa l'échange, les yeux s'embuant, réalisant que c'était la première fois qu'elle offrait de la gentillesse sans l'hésitation que le danger pourrait mordre en retour. Le soir drapa la ville d'une lueur ambrée alors qu'ils se dirigeaient vers le parking. Zara balança leurs mains jointes comme des pendules. Elle mentionna le prochain festival culturel de l'école, suggérant timidement que Kelvin y assiste vêtu d'Ankara pour correspondre à sa lanterne. Il promit non seulement d'y assister, mais aussi de répéter des mouvements de danse traditionnels qui les embarrasseraient sûrement tous les deux. Elle rit, le son montant en spirale pour se mêler aux étourneaux qui gazouillaient. De retour à la maison, Zara plaça la tasse non cuite sur son bureau, faisant attention de ne pas effacer les lettres qui attendaient le feu du four. Elle déclara qu'elle boirait du cacao dedans tous les matins une fois émaillé, pour que le soleil commence à l'intérieur de son estomac. Kelvin ajouta les talons de billets du jour à un pot de souvenirs étiquetés, choses qui ont prouvé que nous avons survécu. La nuit s'installa, douce, parfumée par les fleurs de pommier. Zara se glissa au lit sans rappeler à Kelvin de monter la garde. Il s'attarda quand même, racontant comment certains arbres fleurissent à nouveau après les coups de foudre.
Elle s'endormit en portant un demi-sourire, les doigts enroulés non pas en poing mais en invitation lâche au rêve. Kelvin entra dans le couloir, expira et, pour la première fois, se permit un petit sourire triomphant, car la lumière, une fois qu'on lui donne une fissure, ne fait pas que entrer mais inonde. Des tours en carton bordaient encore le couloir 3 semaines après le déménagement, chacune griffonnée d'hiéroglyphes au marqueur noir. Les tasses de cuisine, le linge, les souvenirs manipulés doucement. Kelvin s'attaqua à la dernière pile un samedi humide lorsque Zara le rejoignit, de la poussière striant ses joues comme de la peinture de guerre. Du fond d'une caisse étiquetée « drap d'invité », il tira une boîte à souvenirs en bois de cèdre qu'il n'avait pas vue depuis avant le mariage avec Linda. Son loquet en laiton gémit et libéra un silence qui avala la pièce. À l'intérieur gisait le journal de grossesse en cuir de Mabel, enveloppé dans une couverture d'hôpital qui sentait encore légèrement le talc et le beurre de karité. Le pouls de Kelvin ralentit comme s'il était invité dans le silence d'une chapelle. Le soleil de la baie vitrée se déversa sur la première page. L'encre avait saigné là où elle avait esquissé le nom de Zara en lettres ballons entourées de petites étoiles. En dessous, Mabel avait écrit des promesses, un cœur d'espoir pour des berceuses non chantées. Kelvin sentit le sol s'incliner. Toutes les batailles qu'il avait menées pour la sécurité de Zara ressemblaient soudain à des échos du vœu original de Mabel. Il porta le journal dans la chambre de lavande de Zara. Elle s'agenouilla sur le tapis, les paumes moites contre la couverture. Ensemble, ils déplièrent le temps. Une entrée prédisait que le rire de Zara ressemblerait à des carillons éoliens. Une autre traçait les livres de contes préférés pour chaque anniversaire jusqu'à l'âge de 10 ans. Dans les marges, Mabel avait griffonné des cœurs qui semblaient légèrement inégaux, comme si elle avait fait une pause au milieu du trait pour sentir Zara donner un coup de pied. Kelvin lut à haute voix une lettre datée de 5 jours avant l'accouchement. « Si je suis absente, fais-lui savoir que je l'ai choisi avec chaque souffle jusqu'à mon dernier. » Les épaules de Zara tremblèrent, des sanglots silencieux, pas de convulsions dramatiques, plus comme un arbre enfin autorisé à se balancer. Kelvin l'enveloppa dans la couverture. Sa voix s'épaissit mais ne se brisa pas. Il réalisa que le deuil n'avait pas besoin de noyer lorsqu'il était canalisé dans des rivières qui irriguent le présent. La nuit s'installa tôt. Des grillons cousirent une musique tranquille au-delà des volets pendant que le père et la fille copiaient des extraits sur des fiches pastel pour les garder en sécurité. Zara en glissa une sous son oreiller. Le courage est une graine déjà plantée en toi. Elle dormit avec le journal serré contre sa poitrine, son rythme cardiaque s'enfonçant dans le fantôme de la berceuse de sa mère. Kelvin regarda le clair de lune glisser sur son visage et comprit que la mémoire, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir une armure. Les examens pédiatriques étaient maintenant des rituels trimestriels que Kelvin affrontait avec une précision chirurgicale. Cette visite commença de manière ordinaire. Couloir fluorescent, odeur antiseptique, questions sur le presse-papier répétées trop souvent pour se sentir personnel. Le docteur Ojo signa les étapes de la guérison de Zara, puis les expédia pour une vaccination de routine administrée par l'infirmière Thelma Danjuma. Thelma apparut derrière le rideau ajustant des gants en latex, une chaleur rayonnant d'un sourire facile qui ne se rétrécit pas face à la posture protectrice de Kelvin. Elle salua Zara en premier, s'accroupissant à sa hauteur, expliquant le voyage du vaccin à travers le flux sanguin comme un voyage en canoë aventureux. Zara gloussa malgré l'aiguille. Kelvin remarqua comment les tresses de Thelma tombaient proprement contre un haut de gommage bleu poudré brodé de minuscules soleils. Les documents prolongèrent la visite. À la réception, Kelvin découvrit que son formulaire d'assurance manquait d'une signature. Thelma proposa d'aider à naviguer dans le labyrinthe bureaucratique, plaisantant sur le fait que les livres de codage hospitalier étaient plus difficiles à déchiffrer que le code Morse. Son rire, bas, mélodieux, remua quelque chose de plus surprenant que l'attraction, un sentiment de possibilité non encombré par la peur. Au cours des semaines suivantes, leurs chemins se croisèrent. Kelvin accompagna Zara aux séances de thérapie par l'art du samedi à l'hôpital où Thelma faisait du bénévolat. Elle guidait les enfants dans la peinture de bocaux de respiration, des récipients en verre striés de bleu et de verre censés imiter des mers calmes. Zara se dirigea vers elle, non alourdie par la prudence adulte qu'elle appliquait aux nouvelles connaissances. Un après-midi pluvieux, Kelvin et Thelma partagèrent de la cura et du cacao fumant à la cafétéria. La conversation dériva des anecdotes d'hôpital aux souvenirs d'enfance d'escalade d'arbres à goyaves. Kelvin divulgua des fragments de son récent cauchemar, faisant attention à ne pas laisser l'amertume éclipser l'espoir. Thelma écoutait plus qu'elle ne sondait, observant que les blessures aspiraient parfois à une compagnie tranquille plutôt qu'à des antidotes. Kelvin rentra chez lui en voiture à travers les rues pleines de flaques d'eau,
ressentant une flottabilité inconnue. Il se dit que l'affection pouvait attendre. La guérison de Zara restait la priorité. Pourtant, cette nuit-là, en pliant le linge, Zara demanda si les sourires pouvaient être contagieux, car il était revenu en portant un qu'elle n'avait pas vu depuis ses premiers anniversaires. Kelvin répondit que peut-être que les sourires et les plumes partageaient un secret. Il semblait fragile mais pouvait soulever des voyages entiers. La possibilité de l'amour planait maintenant comme une lanterne en papier. Délicate, lumineuse et soumise au vent, mais indéniablement une lumière. Kelvin résolut de laisser le temps, pas l'urgence, décider de sa trajectoire. Juin descendit avec une chaleur à couper le souffle et une lettre portant le sceau du centre de restauration juvénile. La période de réadaptation de Mimi à Kakwa était terminée. Les services sociaux offraient une médiation si Zara consentait à la rencontrer. L'enveloppe trembla dans la poignée de Kelvin alors que les souvenirs refaisaient surface. Émanation d'acide, un bol tremblant, une trahison orchestrée par une enfant qui avait autrefois partagé des histoires au coucher avec Zara. Il lui tendit la lettre au petit déjeuner. Zara lut lentement, les lèvres serrées. Le silence s'épaissit jusqu'à ce que même le ventilateur de plafond semble attendre. Kelvin ne demanda rien. Ce choix lui appartenait. Elle passa la journée à faire du vélo entre les devoirs et les rêveries, la lettre pliée en un carré si serré que ses plis ressemblaient à des cicatrices. Au coucher du soleil, elle sortit sur le porche, le regard stable. Elle assisterait non pas pour absoudre mais pour faire face à l'écho à l'intérieur de sa moelle. Kelvin informa le médiateur qui arrangea une pièce neutre peinte en vert hôpital. La réunion commença par des introductions brèves. Mimi était assise de l'autre côté de la table, sa posture plus petite que Zara ne s'en souvenait, comme si le remords avait rétréci ses bords. L'assistante sociale, Madame Basset, commença avec les règles de base. Respect, honnêteté, permission de faire une pause. Les yeux de Mimi s'embuèrent avant que les mots n'arrivent. Elle raconta des révélations de thérapie de groupe, des nuits enveloppées de rêves de culpabilité. Elle décrivit l'écriture de lettres qu'elle n'avait jamais envoyées, chacune commençant par « Je n'ai pas compris ». Zara écoutait, ses doigts traçant des cercles invisibles sur le plateau de la table. Quand ce fut son tour, elle parla des bleus qui persistaient au-delà de la peau, des déjeuners mangés seuls dans les cabines de toilette, de l'odeur métallique de la peur qu'aucun déterge ne pouvait laver de la mémoire. Son ton resta uniforme, le poids résidait dans les détails. Mimi pleura ouvertement alors, des larmes sans retenue, la gorge haletante d'excuses qui atterrirent comme des oisillons incertains où se percher. L'assistante sociale demanda à Zara si elle souhaitait répondre. Zara dit que pardonner exigeait un muscle qu'elle était encore en train d'exercer. Elle appréciait les excuses mais la confiance une fois brûlée repoussait plus lentement que l'os. Elle souhaita à Mimi la guérison mais ne pouvait pas promettre l'amitié. La session se termina par un remerciement formel. Dehors, l'après-midi flamboyait. Mimi offrit un salut hésitant, Zara acquiesça d'un hochement de tête, un geste ni froid ni chaleureux, simplement honnête. Kelvin mena sa fille à la voiture. Sur le chemin du retour, elle regardait à travers la fenêtre, observant les fleurs de jacaranda flotter sur les gouttières comme des confettis de défilés lointains. Elle dit que rencontrer Mimi se sentait comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui était devenue étouffante. L'air frais n'était pas confortable immédiatement, mais respirer était devenu plus facile. Kelvin serra sa main au feu de circulation, certain que cet acte courageux résonnerait plus fort que n'importe quel discours sur la résilience. La salle d'assemblée de Holy Child Academy bourdonnait de nerfs préadolescents massés en bavardage. Des panneaux d'affichage s'appuyaient contre les murs. Grande femme de science, action climatique maintenant. Au deuxième rang, Zara ajusta son bandeau de lavande, jetant des coups d'œil au public où Kelvin était assis, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage qu'il avait promis de ne pas utiliser. Lorsque le microphone grésilla, la salle se calma. Le tour de Zara vint plus tôt que prévu. Elle marcha sur scène, sa posture droite mais sans prétention, le médaillon brillant faiblement sous les poutres fluorescentes. Son sujet, le courage au-delà de la peur, trouva sa jeunesse dans les nuits blanches. Elle ne mentionna pas l'acide ou les bleus, au lieu de cela, elle raconta une histoire sur une tortue fictive qui traversait une savane en feu, portant sa maison sur son dos malgré les flammes à ses talons. Sa voix ne trembla jamais. Elle parla du courage comme d'un muscle construit par de petites répétitions, du silence transformé en chanson, de la gentillesse maniée comme une lanterne pour d'autres encore piégés dans l'obscurité. Chaque ligne se déroulait comme un parchemin réchauffé par le feu, stable, délibéré. La salle retint son souffle lorsqu'elle conclut, le courage,
ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de découvrir que la peur ne peut que chuchoter, tandis que le but chantera toujours. Les applaudissements éclatèrent, une vague de marée qui força les enseignants à faire taire la salle 2 fois. Kelvin, clignant des yeux contre les larmes, resta assis, applaudissant mesurément pour garder son sang-froid. Plus tard, pendant les remises de médailles, Zara reçut le ruban de la lauréate du courage, de la soie violette cousue avec son nom en fil d'or. Le directeur l'épingla juste au-dessus de son cœur. Des photographies suivirent. Les camarades de classe se pressèrent pour des selfies, Zara sourit librement, les bords de la confiance maintenant polis. Ensuite, elle fit signe à Kelvin de la rejoindre dans la cour. Sous un afro, elle plaça le ruban dans sa paume. Il essaya de protester, mais elle insista pour qu'il le garde à côté de la photo de Mabel jusqu'à ce qu'elle en gagne un autre, puis ils partageraient. Kelvin promit. Ce soir-là, ils arrangèrent le ruban dans un cadre en laiton à côté du journal de Mabel. Le manteau affichait maintenant un lignage, la foi de la mère, le triomphe de la fille. Zara se glissa au lit en fredonnant l'hymne de l'assemblée. Kelvin s'attarda, chuchotant sa gratitude à chaque fil du destin qui tissait la tapisserie présente. Le chuchotement du calendrier portait une date lourde de double sens. 5 ans depuis le décès de Mabel, 5 ans depuis que Zara respirait. Kelvin proposa une visite au cimetière suivie d'un pique-nique. Le chagrin tenait la main de la célébration. Zara choisit une robe d'été jaune, la teinte des boutons d'or qui encombraient les photos de l'enfance de Mabel. Au cimetière, le soleil tacha les pierres tombales de marbre tandis que la rosée ornait encore l'herbe. Kelvin brossa les feuilles de la plaque de Mabel, son inscription patinait médigne. Ils placèrent des roses, une blanche pour chaque année perdue, une jaune pour la gratitude. Zara s'agenouilla et traça les lettres gravées, ses lèvres bougeant en conversation silencieuse. Elle parla de l'école, des excuses de Mimi, de la lanterne du festival en forme d'espoir. Kelvin recula, accordant de l'intimité au dialogue que seule une mère et sa fille pouvaient avoir. Ensuite, ils étendirent une couverture à carreaux le long du bord du lagon où les aigrettes pêchaient. Kelvin déballa le riz de jollof et le plantain grillé. Zara sortit un cupcake avec une seule bougie. Ensemble, ils allumèrent la mèche, le vent coopérant avec un calme improbable. Zara inspira, s'arrêtant assez longtemps pour recueillir des mots au lieu de souhaits. Elle remercia sa mère d'avoir planté le courage bien avant que la peur n'arrive, puis expira, la bougie éteinte. La fumée s'enroula vers le haut comme un secret porté vers des cieux plus sûrs. Ils s'attardèrent jusqu'à ce que le crépuscule peigne l'eau en indigo. Kelvin pointa une étoile solitaire qui clignait des yeux. Zara suggéra que ce pourrait être Mabel qui pointait pour la veille de nuit. Le rire, doux, naturel, flottait avec les libellules qui effleuraient la surface du lagon. En rentrant en voiture, Kelvin réalisa que les anniversaires pouvaient servir de marqueur de miles. Un témoignage de la distance parcourue plutôt que des blessures ouvertes. Au seuil de la porte, Zara tourna une fois, sa robe s'évasant. Elle annonça qu'elle se sentait plus légère que le chagrin du matin et plus lourde de gratitude. Un paradoxe qu'elle glissa dans son journal avant de se coucher. L'automne à Lagos est subtil, l'humidité se relâche, les amandiers brunissent sur les bords. Un après-midi, Kelvin reçut un avis d'audience de libération conditionnelle de Linda. Il lut la lettre le visage impassible, les souvenirs vacillant comme des images de journal télévisé. Le conseiller juridique conseilla de préparer une déclaration de victime. Kelvin y réfléchit, puis déclina. Certains spectres perdaient leur pouvoir lorsqu'ils n'étaient pas reconnus. Le conseil se réunit sans sa présence. Les rapports indiquèrent plus tard que Linda citait l'étude biblique en prison, promettait la restitution, versait des larmes déclenchées par un remords répété. Le panel, pesant la gravité de son crime, refusa la libération. Kelvin absorba le résultat avec un soulagement frais, plaçant le document dans un tiroir verrouillé qu'il ouvrait rarement. Zara ne fut jamais au courant de l'audience. Il considéra cela comme de la miséricorde. Pendant ce temps, la vie se déroulait en bannière vibrante. Zara rejoignit la chorale de l'école. Elle découvrit que son alto se mariait bien avec l'accompagnement de marimba. Kelvin reprit des voyages de consultation occasionnels, cette fois via des caméras d'ordinateur portables plutôt que des portes de départ, s'assurant que le petit déjeuner ensemble restait sacré. Dans les moments calmes, il envoyait des messages à Thelma, partageant des photos des projets artistiques de Zara, et accepta que la camaraderie puisse fleurir lentement, comme l'hibiscus après un long harmattan. Un samedi, Zara demanda ce que signifiait « fermeture ».
Kelvin réfléchit, puis décrivit un livre dont la dernière page n'efface pas les chapitres précédents mais permet au lecteur de le ranger sur l'étagère sans que la couverture ne s'ouvre chaque fois que le vent secoue la pièce. Zara absorba la métaphore, puis récupéra la boîte en bois contenant les excuses de Mimi. Elle décida de retirer la lettre, de la placer derrière le journal de Mabel, toujours accessible mais plus au centre de l'attention. La fermeture, raisonna-t-elle, pourrait être un exercice de réarrangement des étagères plutôt que de brûler des bibliothèques. Cette nuit-là, elle écrivit un poème intitulé « La lumière du soleil n'a pas de mémoire de l'obscurité ». La dernière strophe déclarait que la guérison n'était pas une destination mais une pratique, en entrant dans la lumière du jour encore et encore jusqu'à ce que les empreintes de pas forment un chemin. Kelvin le lut sous la faible lumière d'une lampe, son cœur se gonflant d'une fierté tranquille. Il réalisa que la maison pulsait maintenant avec quelque chose de plus grand que la survie, la résilience s'étendant dans l'art. Au fur et à mesure que le crépuscule se repliait sur Yaba, le père et la fille partageaient du thé au gingembre sur la balançoire du porche. Les grillons accordaient leurs instruments, les lampadaires s'allumaient. Zara posa sa tête sur l'épaule de Kelvin, observant que le silence de cette nuit ne semblait pas vide. Il était d'accord. Dans le silence, des rêves inachevés s'agitaient, non pas avec menace mais avec promesse, chuchotant que si les ombres pouvaient visiter, la lumière avait signé un bail à vie. Le soleil de décembre pressait des carrés d'or miel sur le sol de la salle de classe alors que Miss Lara épinglait des enveloppes multicolores sur un panneau de liège intitulé « Voix à nous-mêmes ». Le devoir, composer une lettre à la personne que vous étiez autrefois, avait électrisé tout le bloc de littérature. Des stylos grattaient, du papier bruissait, mais Zara resta immobile, son pouls battant derrière ses oreilles. 5 rangées plus loin, Felice piaillait sur des stylos à paillettes. Dans le coin, Tin pliait sa feuille en un avion en origami. Zara expira et se pencha pour écrire. Sa première ligne cala, l'encre s'amassant en une petite tache. Elle ferma les yeux, invoquant le souvenir d'une enfant qui dormait sur du béton mouillé, qui goûtait la peur comme du métal. Des images vacillèrent, la brosse à dents frottant le coulis, le sifflement d'un acide invisible, le moment où un fil mordait la chair. Son stylo bougea. « À mon cher moi de 5 ans, tu auras l'impression que ton cœur vit à l'intérieur d'une cage faite de la colère des autres. Tiens bon. La porte est plus mince qu'elle n'y paraît. » Les mots se déversèrent, non pas comme une confession mais comme une chorégraphie, chaque phrase entrant dans la lumière du jour. Elle écrivit sur le médaillon de Mabel qui réchauffait sa paume pendant les attaques de panique, sur les murs de lavande qui stabilisaient les respirations, sur la découverte que le courage pouvait être silencieux. Entre les paragraphes, elle jeta un coup d'œil à Kelvin, visible à travers la fenêtre du couloir, discutant avec le directeur Alconco de la collecte de fonds pour la chorale le mois prochain. La simple vue de lui, les manches de chemise retroussées, la cravate légèrement de travers, ressemblait à une ponctuation, preuve que la sécurité perdurait. Lorsque la cloche sonna, les camarades de classe coururent pour la récréation. Zara s'attarda, pliant sa lettre avec une précision chirurgicale. Miss Lara revint, lisant les muscles tendus autour des yeux de Zara aussi facilement qu'un texte. Sans demander, elle sortit un petit cadre en bois, le verre enlevé pour éviter l'éblouissement. Zara glissa sa lettre derrière le passe-partout, le papier s'ajustant comme s'il avait été mesuré. Miss Lara hocha la tête d'approbation. Dans le couloir, Kelvin lui tendit un smoothie, ananas menthe, la dernière obsession de Zara. Ils marchèrent vers l'aile artistique où des lettres sélectionnées seraient affichées. Chaque pas amplifiait un battement de tambour d'anticipation. À l'intérieur de l'espace de la galerie, de hautes fenêtres faisaient entrer des lances de lumière sur des cadres suspendus. La lettre de Zara trouva son crochet à côté d'essais sur les animaux perdus et les amitiés oubliées, mais elle commanda de la gravité. Les visiteurs s'arrêtèrent, les sourcils se fronçant en lisant, les yeux se levant vers l'auteur de 12 ans debout pieds nus sur le terrazzo poli. Des chuchotements flottaient, courageuses, brutes, pleines d'espoir. Les joues de Zara se réchauffèrent, mais une émotion plus stable se déploya, une propriété tranquille du récit qu'il avait autrefois enchaîné. Kelvin serra son épaule, faisant attention de ne pas briser le sort. Un parent murmura que la prose semblait plus âgée que son auteur. Un autre essuya des larmes, griffonnant le nom de Zara dans une note de téléphone comme pour archiver l'inspiration. Ce soir-là, la lettre rentra à la maison toujours encadrée. Kelvin la plaça sur le manteau du salon entre le journal de Mabel et le ruban du courage. L'arrangement ressemblait à un triptyque. Promesse passée, valeur gagnée, voix présente. Après le dîner, Zara se blottit dans le fauteuil et relut ses propres mots.
Il n'avait plus le goût du chagrin. Il portait du sel comme l'air marin, purifiant, flottant. Lorsqu'elle dormit enfin, la lettre brillait sous le clair de lune, des phrases dérivant à travers le plafond comme des constellations nouvellement nommées. Le matin arriva sur un silence de brise d'harmattan, froissant les banderoles jaunes que Kelvin avait attachées à la pergola du jardin. Les 13e anniversaires, décida-t-il, devraient commencer avant que le monde ne se réveille complètement. Une bougie solitaire vacillait au centre d'un cupcake aux épices de cannelle tandis que les branches de pommier projetaient des ombres de dentelle sur la nappe de pique-nique. À l'intérieur, Zara s'agita à l'odeur d'accara frit et au tri lointain des trompettes de Higlife qui fuyaient du haut-parleur Bluetooth de Kelvin. Elle marcha sur l'herbe dupliquée, son sweat à capuche trop grand brossant ses genoux, ses boucles toujours dans une soie de nuit. Kelvin la salua d'une révérence de côté. Elle répondit par une courbette exagérée. Le rituel de la bêtise fendit le rire comme la lumière du soleil à travers les stores. Des amis arriveraient plus tard mais ce moment, père et fille sous les premières rougeurs de l'aube, était sacré. Kelvin présenta un petit paquet. La tasse cuite au four qu'elle avait peinte il y a des mois, maintenant émaillée et brillante comme une pierre de rivière. De la vapeur s'échappait du cacao fraîchement préparé à l'intérieur. Gravé le long du bord, toujours croustillant en lettres capitales, je choisis le soleil. Zara inspira le tourbillon chocolaté, ses fossettes se creusant. Elle leva la tasse en salut aux témoins invisibles, à la peur passée, au crépuscule, et but. Des pas s'approchèrent. L'infirmière Thelma sortit de la porte latérale, portant un sac en toile de jeu de société et des ballons de citron. Sa présence se sentait naturelle, plus un caméo prudent. Elle rejoignit Kelvin au buffet, leurs épaules se brossant dans un rythme qui suggérait des chapitres futurs non écrits mais certains. Zara le remarqua, nota la douceur dans les yeux de son père, et classa l'observation sous « bonne chose ». Bientôt, le jardin se remplit. Des camarades de classe équilibrant des appareils photo Polaroid, des amis de la chorale harmonisant des airs d'anniversaire, Monsieur Adé avec un géranium en pot qui poussait de minuscules boutons. Même Mimi apparut, escortée par Madame Bassi pour une heure supervisée, un arrangement que Zara elle-même avait approuvé. Mimi plana au bord, serrant un carnet de croquis emballé. Elle l'offrit les yeux baissés. Zara accepta, ni sourire ni froncement de sourcils, juste un hochement de tête de reconnaissance. L'air ne se tendit pas. Il s'élargit, faisant de la place pour des possibilités humaines imparfaites. Les jeux se déroulèrent, des courses en sac à travers la pelouse, des charades qui dégénérèrent en chaos gloussant. Kelvin tenta la danse en cas. Les caméras flashèrent, les enfants hurlèrent. Sous la pergola, Thelma coordonna un cercle de gratitude. Un par un, les invités exprimèrent des affirmations jusqu'à ce que le tour de Zara arrive. Elle s'éclaircit la gorge, son regard dérivant vers les feuilles de pommier tachetées de soleil. Elle parla de pièces autrefois lourdes de peur, de murs maintenant peints de 3 couches d'audace de lavande, de voix qui tentaient de noyer sa chanson, et de mélodies qu'elle découvrit cachées entre les battements de cœur. Elle remercia toutes les personnes présentes de lui avoir prêté des pinceaux lorsque ses propres couleurs se sentaient épuisées, et elle se remercia d'avoir osé peindre quand même. Le cercle pulsa d'un silence révérencieux comme si même le vent s'était arrêté pour écouter. L'heure du gâteau. Une confiserie à 3 étages, vanille, velours rouge et mangue, s'éleva comme un monument joyeux. 13 feux de Bengale fisèrent au lieu de bougies, crépitant de petits feux d'artifice. Kelvin posa une main sur le dos de Zara, stable mais sans la diriger. Elle ferma les yeux, recueillant des souhaits comme des fleurs sauvages, et les laissa inexprimés. Une certaine magie, elle l'avait appris, prospérait mieux sans être annoncée. Les feux de Bengale s'éteignirent, des applaudissements éclatèrent. Le crépuscule drapa le jardin d'un silence rose doré. Les invités se dispersèrent, laissant des échos de rires emmêlés dans les banderoles. Zara s'installa sur la balançoire du porche à côté de Kelvin, tous deux tenant du cacao tiède et des tasses assorties. Des lucioles clignotaient à travers le jardin. Le trafic lointain murmurait une berceuse. Kelvin demanda ce que l'année à venir pourrait contenir. Zara répondit sans hésitation. Plus de soleil, peut-être quelques douces pluies mais absolument aucune cage. Elle se pencha contre son épaule, la chaîne de la balançoire craquant comme du vieux bois racontant des secrets. À l'intérieur de sa poitrine, le rythme de la résilience se synchronisa avec le doux bourdonnement de la lumière du porche. Demain, des tests d'algèbre attendaient, des répétitions de chorale, peut-être un souvenir égaré avec des bords aiguisés. Mais ce soir, l'univers se sentait aligné, 3 battements de cœur tapant en harmonie,
le sien, celui de Kelvin, celui de Mabel persistant dans le médaillon. Lorsque le sommeil la tira enfin par les paupières, Zara chuchota un vœu à la nuit qui se rassemblait. Se lever pour les premiers bus, rire des papas maladroits, se pardonner pour les larmes occasionnelles, et continuer à choisir le soleil même lorsque les nuages essayaient de négocier. Kelvin glissa une couverture autour d'elle, le frôlement d'une promesse de père. Au-dessus d'eux, la première étoile clignota d'approbation. À l'intérieur, encadré sur le manteau, la lettre, le ruban et le journal captaient la lueur d'une seule lampe, chaque artefact scintillant comme s'il applaudissait le triomphe tranquille qui se déroulait au-delà de la fenêtre. Dans cette maison, à cet instant précis, la guérison n'était pas un sommet lointain. C'était la respiration entre deux battements de cœur stables, la lueur des lucioles, l'arrière-goût du cacao, la certitude que le matin viendrait et qu'ils le rencontreraient ensemble, ensoleillés, intacts et libres. Je suis content que vous ayez lu jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à généreusement appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelles leçons avez-vous apprises de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.